Bonjour Monsieur Marcilassi, merci beaucoup d'avoir accepté Bonjour. cet entretien. Vous êtes maître de conférence à l'UFR d'études ibériques, agrégé d'espagnol et ancien élève de l'école des hautes études hispaniques et ibériques à la Casa de Velázquez. Et vous avez réalisé un doctorat en civilisation d'histoire contemporaine. On avait plusieurs questions à vous poser sur le doctorat. Tout d'abord, quel conseil donneriez-vous à des doctorants qui viennent de s'inscrire en première année et qui sont souvent effrayés devant le travail qu'ils doivent réaliser? Oui, alors bonjour et merci de m'inviter pour cet entretien informel, on va dire. Effectivement, l'inscription en première année, bon, pour moi, elle remonte un petit peu, mais effectivement, je pense que l'important est de se concentrer sur le sujet, de rentrer dans le sujet en fait. C'est vrai qu'en général, au moment où on s'inscrit, on a déjà une petite idée qui résulte d'une discussion avec le directeur. Mais néanmoins, là je pense que c'est par des lectures qui vont permettre d'affiner à la fois ce sujet qui ne se construit qu'au bout d'un an ou deux, me semble-t-il, du moins, et notamment, alors moi en tant que civilisationniste historien, il y a quelque chose qui est très important à mes yeux et qui contribue, je pense, à préciser le sujet par rapport à la bibliographie, c'est le travail sur le corpus notamment. Donc bien délimiter le corpus, et ça, je crois que c'est vraiment le travail qui, surtout, on en reparlera peut-être, mais sur le format aujourd'hui des thèses en 3 ans, ou en tout cas si on doit tendre vers une thèse en 3 ans, penser que sur la première année, la définition du corpus et bien sûr le dépouillement, si ce n'est l'analyse complète, en tout cas le dépouillement de ce corpus, elle doit avoir lieu sur une période qui finalement est assez courte, une année ça passe vite, surtout quand, si je parle de corpus, ça suppose d'aller voir les sources là où elles se trouvent, et c'est pas toujours sur place. Ouais. D'accord, merci. Et alors justement, on nous demande de plus en plus de faire une thèse en 3 ans, ou en tout cas le plus rapidement possible. Quel conseil vous donneriez alors, votre expérience Oui, la mienne était de 5 ans. Alors, évidemment, c'est une dimension difficile, enfin très différente. Je pense aussi qu'en histoire, c'est très difficile de faire une thèse en 3 ans. Je pense que dans toutes les disciplines d'une manière générale, mais surtout en histoire, si on a des sources avec des archives à consulter à un endroit spécifique, et sachant qu'un travail sur la presse ou sur des archives administratives peut être infiniment long parce que le temps d'appréhender ces sources et de faire un catalogage et de les réunir prend un temps matériel énorme par rapport à travailler sur une œuvre littéraire à laquelle on peut avoir un accès immédiat. Donc bon, malgré tout, une thèse en 3 ans ou 4 ans si on n'arrive pas à le faire en 3 ans. Donc la question c'était... une thèse en 3 ans, quel conseil? Oui, alors quel conseil, je disais, bon, moi je pense que le travail sur le corpus est essentiel pour bien le délimiter, à la fois qu'il soit suffisamment significatif, mais en même temps réalisable en disons 1-2 ans, parce que la 3e année doit être vraiment consacrée à la rédaction, bien entendu. Je crois aussi que bon, pour arriver à faire une thèse en 3 ans, il faut sans doute, si on veut vraiment la faire tenir en 3 ans, ne pas travailler par ailleurs. Donc là, c'est vrai que c'est une contrainte qui est forte. Et en même temps, je pense que c'est bien de travailler, surtout si c'est dans l'enseignement, en même temps qu'on prépare la thèse, parce que pour le curriculum vitae, c'est positif. Donc je dirais, l'impossible n'est tenu, et il faut peut-être essayer de gagner sur 4 ans si et alors justement, merci. Justement, que diriez-vous à ces doctorants et ils sont nombreux qui commencent le doctorat sans avoir forcément de financement, de contrat doctoral ou de bourse ou autre, et qui sont dans le secondaire ou qui doivent financer eux-mêmes leur thèse. Avez-vous rencontré ce genre de situation? Oui, alors bon, moi j'encadre pas encore de doctorat puisque je suis maître de conférence, je l'ai dit, je les fréquente bien entendu au sein du CRIMIC, ma propre expérience, puis j'ai vu beaucoup d'autres collègues. Oui. Moi je pense qu'il est bon d'avoir une expérience d'enseignement en même temps qu'on réalise ses recherches, à la fois, je disais pour le curriculum vitae parce que ça sera apprécié, et la ligne enseignement entre guillemets, elle est indispensable pour être qualifié et pour être recruté, vraiment. Donc ça c'est bon, ça peut aussi venir après la thèse, c'est pas une catastrophe si on l'a pas eu avant. Mais je crois aussi qu'au-delà de ça, cet aspect un peu d'opportunité par rapport à un recrutement, il y a une stratégie qui est naturelle aussi, il ne faut pas en avoir honte, elle fait partie aussi d'une réflexion dans l'engagement dans la préparation d'une thèse est tel qu'il est aussi bien naturel de voir un niveau d'insertion professionnelle par la suite
d'y réfléchir dès le début, disons. Mais je crois qu'en termes de construction de la thèse, il est bon d'avoir ce travail en parallèle dans l'enseignement et de se concentrer par ailleurs autant qu'on puisse sur la recherche. Alors ça dépend du type de contrat que vous avez. Si vous avez un contrat d'ATER, comme c'était mon cas, ça demande plus de temps. Alors notamment la première année, parce qu'il faut faire les cours pour la première fois. Si c'est un contrat doctoral, bon là je pense que c'est une charge beaucoup moins lourde et ça permet sans doute de préparer dans de meilleures conditions le travail de thèse. Voilà. D'accord. Alors justement quelque chose qui complète un peu ce que vous venez de dire, l'activité scientifique d'un doctorant, est-ce qu'il lui est conseillé de commencer à publier, voire d'organiser des manifestations scientifiques pour la qualification ou pour plus tard demander un poste dans les 2 conférences, ou vous lui conseillez peut-être de ne pas du tout toucher à ce genre de... Bon, moi je suis enfin je l'ai été en tout cas sur les dernières années au Conseil national des universités, donc j'ai justement assisté aux séances de qualification, c'est intéressant. On demande toujours aux jeunes docteurs qui se présentent d'avoir déjà plusieurs articles de publier, minimum 2, 3, 4 on va dire, mais minimum 2 on va dire, et si possible au moins dans l'un de ces articles, mais c'est pas nécessairement un seul, sur un sujet qui ne soit pas directement dans le sujet de thèse. En tout cas, moi j'y suis très sensible en tant qu'évaluateur de dossier, à la fois pour une qualification, mais aussi à la fois pour un recrutement. Alors on sait bien que c'est des jeunes docteurs, surtout avec des temps maintenant assez réduits, et qui donc ne peuvent pas non plus multiplier trop, et d'ailleurs je leur déconseillerais des interventions en dehors de leur travail de thèse spécifiquement, mais il faut aussi savoir que c'est une attente. Alors, il y a peut-être aussi un effet un peu pervers d'un système où, moi j'hérite d'un système où on faisait nos thèses en 4, 5, 6, 7 ans parfois, et donc où les gens avaient le temps encore de plus faire de travail parallèle, et c'est vrai qu'on garde un petit peu cette idée-là au moment des recrutements, et le fait est qu'il y a des candidats qui arrivent à le faire, et donc ils présentent des dossiers qui ont ça. Bon, cela dit, je crois qu'il ne faut pas non plus se disperser à l'excès. Pas se disperser, mais ne pas négliger. Non, voilà, au moins un colloque ou une journée d'études pendant la thèse, ça c'est indispensable, et avoir quand même, je dirais, entre 2 et 3 publications, même en cours, sous presse ou je ne sais quoi, n'ont pas tout débouché au moment où on se présente à la qualification, par exemple. D'accord, merci beaucoup, monsieur Mercier. Je vous en prie. Merci. Au revoir.